Jacques-Alexis, notre vaillant réalisateur, me confiait, en toute confidentialité, alors, chose à ne pas faire. Alors, ça reste entre nous. C'est ça. On répète pas ça. Et nos 400 000 auditeurs. C'est voilà. Qu'il avait eu une émotion de voir les Coyotes jouer leur dernier match. C'était au Mullet Arena, mais peu importe, leur dernier match en Arizona. Ça lui avait rappelé de douloureux souvenirs. Lui qui était un fan des Nordiques. Puis, moi, j'ai répondu à ça, ça m'indiffère complètement. J'ai rien ressenti, à vrai dire. Ouais, mais toi, t'es un peu mort en dedans. Voilà, exactement. Alors, j'étais curieux de savoir, vous, avez-vous eu une émotion? Est-ce que ça a suscité une émotion? Ben, j'ai regardé une partie du match parce que c'était le dernier. Je voulais voir un peu l'ambiance. Les 300 personnes? C'était plein. Oui, Ça oui. semble-t-il qu'il y a des billets qui se sont vendus 4 000 et plus en revente pour ce dernier match-là. Puis j'ai de la difficulté à croire ça parce que j'ai un ami qui était là-bas pour jouer au golf, puis il a réussi à avoir une loge pour voir le match. Quand il a eu fini son match, il s'est fait lancer des billets par la tête dans le clubhouse. Ouais. Mais je peux comprendre cette émotion-là. Je me souviens quand les Expos ont disputé leur dernier match, j'avais amené mes 4 enfants qui étaient tout petits, mais je me disais... Essayer d'enregistrer ça parce que on reverra probablement plus jamais ça à Montréal. Puis il y avait quelque chose de triste là-dedans. Là. Il y a des amateurs de hockey en Arizona qui suivent cette équipe-là depuis les débuts. L'arrivée de cette équipe-là a donné naissance à un réseau de hockey mineur qui a produit de très bons joueurs, là, puis qui a un réseau de hockey mineur de très haut niveau parce que souvent, les anciens joueurs des Coyotes restaient là puis s'impliquaient dans le hockey mineur. Donc, les jeunes ont été encadrés de très bonne façon. Alors oui, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de triste là-dedans parce que les partisans sont un peu les boucs émissaires surtout, de plein de mauvaise gestion qui est survenue au fil des ans. Surtout les purs et durs là, dont évoque l'existence, parce qu'il y en avait. Il y en a, effectivement. Ouais. Je trouve que c'est une situation, bien que Jacques-Alexis, lui, qui a l'igloo tatoué sur le cœur, pense aux Nordiques. Je suis d'accord avec Martin, ça me rappelle beaucoup les Expos de Montréal, parce que les Expos n'ont jamais joué dans un stade baseball, un vrai stade bien placé. Mais les Coyotes de l'Arizona n'ont jamais joué dans la Ligue nationale, dans un stade, dans un aréna qui était adéquat, qui était susceptible de susciter des revenus suffisants pour se maintenir à flot. Ça ne veut pas dire que le marché comme tel aurait jamais pu éclore. Les jeunes en Arizona jouent beaucoup au hockey. C'est une pépinière, un peu comme le Texas l'est devenu, la Californie. Des marchés qui sont spontanément pas des marchés de hockey. Au point de vue de la participation jeunesse, ça a accroché. Puis c'est la même chose en Arizona, sauf que ça ne s'est pas traduit dans la fréquentation et dans le succès de l'équipe de la Ligue nationale. Alors, je suis tellement pas surpris d'entendre que même si les Coyotes s'en vont dans l'Utah, on va revoir une quelconque mouture de la Ligue nationale à Phoenix à un moment donné, c'est sûr. Puis c'est pas dit que ça ne fonctionnera pas non plus. C'est une question de propriétaire. Puis c'est vrai qu'on le manque de soutien des amateurs, ça a le dos large. Puis encore là, il y avait été beaucoup question du public qui s'était désaffilié des Expos avec le temps. Mais j'écoutais une entrevue de Alex Meruelo, qui était le propriétaire des Coyotes, qui, entre autres, a dit vous savez, c'est le public qui n'a pas compris en votant non au référendum pour un nouvel aréna à Tempe. Lui, il y a une belle... ça a l'air d'un gars le fun, Meruelo, qui ne paye pas la moitié de ses factures. On s'entend, le départ des Coyotes, c'est à cause d'Alex Meruelo. S'il avait payé son loyer... au Gilda Arena avant que ça change de nom. Gila River. Gila River, maintenant, c'est ça. Et il ne se serait pas retrouvé dans un amphithéâtre de 4600 places puis être obligé de travailler, acculé au pied du mur pour trouver un nouvel amphithéâtre et tout ça. Et il y a eu une collection, il y a eu une suite de mauvais propriétaires aussi, ou de propriétaires qui n'avaient pas les poches assez profondes, ou des gars qui ont perdu de l'argent pendant des années puis qui ont tenté de revendre ça. Mais c'est une expulsion d'Alex Meruelo de la Ligue nationale, ce transfert. Cela dit, ça vient... c'est un bon coup d'un point de vue des affaires. Là. Je ne me rappelle pas combien Meruelo avait payé, mais...
Ben, c'est sûr que... Il va faire plus d'argent que les propriétaires précédents. Oui, puis là, il récupère 1 milliard. S'il est sincère dans son projet de construire un aréna pour ramener le hockey en Arizona, ben là, il vient de se faire donner un bon montant par la Ligue nationale qui pourrait servir de mise de fonds pour construire une nouvelle aréna, mais encore faut-il qu'il remporte l'enchère du terrain là, qui va être soumis à l'encan le 27 juin. Moi, je suis convaincu qu'il y aura du hockey en Arizona dans un avenir proche. Pas mal sûr que ce sera pas... Moruelo ne sera pas impliqué. Puis juste pour terminer avec le parallèle avec les expos, tu sais, Marc-Antoine, tu disais à un moment donné, tu sais, le partisan... Quand l'équipe est constamment... on en parle plus parce qu'elle a des problèmes financiers, puis on en parle plus par rapport à ses chances de survie. Ça repousse les gens. Tu sais, je pense que c'est cette ambiance-là qu'il y a en ce moment. Il suffirait qu'un nouveau propriétaire, un Ryan Smith, arizonien, je pense pas. Peut-être. Ben, peut-être. Écrivez-nous, les amateurs de gentilé. Suffirait que quelqu'un avec qui génère plus d'espoir débarque pour faire revivre ça et que ça fonctionne cette fois-ci. Puis ce qui est triste aussi, c'est que c'est une équipe qui a été... Les partisans ont été obligés de se tourner inlassablement vers l'avenir, vers l'espoir de jours meilleurs avec des jeunes, etc. Puis là, ils vont voir... Bon, Clayton Keller est déjà une vedette, mais ils vont voir Dylan Gunter, ils vont voir Logan Cooley. Ils vont voir l'éclosion ailleurs. Josh Doan, tous ces jeunes-là auxquels ils s'étaient attachés, puis ils se disaient, à un moment donné, on va être bon, mais c'est ça, ils vont éclore ailleurs, puis ce ne sera pas leur produit. Tu veux faire pleurer Jacques-Alexis? Ah, ben, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que là, parce que Joe Sakic, là, Puis, Peter Forsberg. Oui, c'est ça. Ah, allez, pleure. On n'arrête pas tant que tu pleures pas. Ah, je ne l'entends pas. OK, aujourd'hui... Fallait recoudre son chandail de Dave Pichette. C'est ça, ouais. Un noyau et des pépins. Faire les séries, quelle idée. Et montrez-moi un bon gardien, je vous montrerai une équipe qui sera éliminée. C'est tellement hockey, épisode 315. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je suis très satisfait de l'avancement de nos jeunes joueurs, de l'avancement de notre équipe dans l'ensemble. Je pense qu'on a vu une progression dans le jeu d'équipe aussi. Puis on connaît qu'on a des jeunes joueurs qui continuent à progresser avec nous à Montréal, puis à Laval, puis aussi dans les rangs amateurs. Kent Hughes, lors du bilan de fin de saison du Canadien, bilan qui était présenté mercredi. Impression générale, peut-être, pour commencer? Ben moi, j'ai rigolé en voyant nos textes... Marc-Antoine et moi, le lendemain, puisqu'on avait un peu la même conclusion, c'est que le Canadien va arriver la direction arrive dans un passage très délicat pour la suite des choses. Mais écoute, pour l'ensemble du bilan, j'ai trouvé que c'était jovialiste, honnêtement. C'est vrai. C'est bien dit. Ouais. C'est vrai que quand on regarde le portrait de l'équipe actuelle, à la fin de la saison dernière, on ne pouvait pas dire le Canadien a un premier trio en devenir qui va être solide pendant plusieurs années. On ne pouvait pas dire il y a de la stabilité, il y a un gardien qui, sans être une super vedette, la Ligue est capable de jouer de façon stable devant le filet match après match. Puis la brigade défensive, c'était encore embryonnaire, c'est encore en développement parce qu'il va y avoir du mouvement, mais de dire, OK, là, ils ont les mains pleines, ils ont les mains pleines en défense. Fait que t'as un squelette... qui n'est pas inintéressant. Quand même, c'est ça, qui n'est pas inintéressant, mais ça reste une équipe qui a beaucoup de failles, il y a beaucoup de travail à faire pour... Et je pense que Marc-Antoine et moi, on a souligné la même chose dans nos textes, c'est que les équipes qui sont exclues des séries éliminatoires sont exclues longtemps. C'est très difficile de sortir du club des exclus. Puis les équipes qui se qualifient en séries éliminatoires, il y a une raison. Pourquoi ils se qualifient année après année après année? C'est parce qu'ils ont la recette, ils ont l'alignement pour le faire. Fait que c'est très difficile de renverser ça et de partir
du 28e rang de la Ligue 2 ans de suite. Pour faire ce renversement-là, c'est un pas immense. Là. Fait que, je pense que le Canadien a vécu toute la saison avec, en se faisant reprocher la déclaration de Jeff Gorton. On ne prononce pas le mot en P, puis c'est ça. Et que là, on a voulu réajuster le message. Non, on a de l'ambition, on est ambitieux, on a des actifs. Mais l'été va être particulièrement intéressant. Puis, il y a une statistique que je trouve intéressante parce que les gens du Canadien, Martin Saint-Louis, les dirigeants de l'équipe, ont souvent répété, puis les joueurs aussi, on est meilleur à 5 contre 5, on est plus efficace à 5 contre 5. Et il y a une statistique que je trouve extrêmement intéressante. Et il y a du vrai là-dedans. Quand on regarde le Corsi, là, le nombre de tirs qu'on obtient à 5 contre 5, qu'on dirige vers le filet adverse par rapport à ce qu'on accorde, le Canadien n'est pas bien placé du tout au classement. Mais quand on regarde dans les faits, dans le nombre de buts accordés à 5 contre 5 cette année, le Canadien a accordé 2 buts de moins à 5 contre 5 que les Maple Leafs de Toronto, a accordé 1 but de plus que les Rangers de New York à 5 contre 5 cette année. Fait que je ne sais pas si c'est à ce genre de statistiques-là qu'on s'accroche pour dire... Pour parler de progression collective, parce que c'est exactement les mots de Kent Hughes. Exactement. Mais tu sais, c'est un indicatif important, savoir si tu es capable de bien jouer en séries éliminatoires, d'aller loin, d'être capable de jouer à 5 contre 5 parce qu'ils se donnent beaucoup moins de pénalités. Mais ça, en chiffres concrets, là, le Canadien a joué mieux ou aussi bien. Il y a 3 buts de différence avec les Golden Knights. Puis on pourrait en parler longtemps, mais les Sabres de Buffalo ils ont été 11e dans la Ligue. Ils n'ont pas participé aux séries éliminatoires. Fait que donc, le portrait n'est pas pareil, mais on s'entend, il reste énormément de travail à faire. Il y a eu ce moment, parce que je me demandais un peu, quand tu as parlé d'une statistique, je ne savais pas si elle allait être positive ou négative, mais il y a eu ce moment pendant le bilan où le confrère Sol, l'Orange... C'était amusant, ça. Solange. Oui, on Sol, Simon Olivier. Simon-Olivier Lorange. Simon-Olivier Lorange, désolé, Simon-Olivier. Lui dit, ouais, ben là, votre progrès collectif, là, parce que... vous le voyez comment, puis Hughes a dit, on a des statistiques avancées, puis moi, j'étais devant la télé, puis je réécoutais, puis je disais, ouais, ben moi, j'ai des statistiques attardées, là, des statistiques de pas brillants, puis les buts contre, là, c'est la pire, c'est le pire. Alors, c'est ça, c'est que si je pars de ce que tu viens de dire, Martin, on donne beaucoup de buts en désavantage numérique, ou enfin, il se marque beaucoup de buts. T'sais, si le Canadien est parmi les bonnes équipes pour les buts contre à 5 contre 5, mais globalement est parmi les pires équipes pour les buts accordés, c'est peut-être là, elle est là la nuance? Ben, la nuance, écoute, le Canadien a donné beaucoup de buts quand il était en avantage numérique, a donné beaucoup de buts en désavantage numérique. Il y a beaucoup de facettes là-dedans. Puis les indicateurs de statistiques avancées ne placent pas bien le Canadien du tout. Là, je vais aller voir tantôt, mais je pense qu'il était comme 27e. Alors, est-ce que ça peut signifier juste que les gardiens ont été bons? Ça, ouais. Alors... Je ne sais pas sur quoi ils s'accrochent pour dire on a été vraiment meilleur à 5 contre 5. Et, ils ont joué beaucoup de matchs serrés. Je sais que c'est revenu, ça aussi, dans le dernier droit. Beaucoup de matchs serrés contre les équipes de tête. Matchs qui se sont soldés par un écart d'un but. Puis là, ça faisait dire à beaucoup de gens on est prêt. Mais quand on regardait les indicateurs de possession de rondelles dans ces matchs-là, c'était pas mal souvent à sens unique. Puis si tu perds 27 matchs par un but, t'es pas... ça veut pas dire que tu es à 14 buts d'aller chercher 14 points de plus au classement. Il faut que tu empêches de marquer 14 buts, puis il faut que tu réussisses à marquer les 14 buts. Donc, c'est vraiment pas facile de faire ces revirements-là. Je suis content de voir que... Il y a beaucoup d'optimisme, puis les joueurs espèrent plus pour la saison prochaine, mais ça va falloir que Kent Hughes ait un gros été pour aider à faire pencher de l'autre côté. Mais les statistiques avancées, il y a bien des éléments qui rentrent en ligne de compte. On veut aller chercher à travers ces statistiques-là
des signes du comportement de l'équipe sur la glace, que ce soit la quantité de rondelles qu'on récupère, la qualité des passes en sortie de zone, le nombre d'entrées de zone offensive en contrôle de la rondelle, le nombre de passes à travers l'enclave qu'on réussit, tous des éléments comme ça qui finalement, quand tu les compares à l'année dernière, est-ce que ça fait en sorte que l'équipe est meilleure, puis elle se comporte mieux, elle est plus organisée, plus structurée. Martin Saint-Louis parle beaucoup d'une équipe, d'avoir de la balance, d'avoir de l'équilibre au moment d'attaquer. Mais je pense pas que Jeff Gorton puis Kent Hughes ont mentionné ça en se disant, ben là, quand on regarde les statistiques avancées, on aurait mérité de faire les séries. C'est peut-être juste de dire on est une meilleure équipe que celle qui termine finalement au 5e rang, si on part de la fin, donc 28e. Ça va être une énorme côte à remonter, puis je suis pas sûr que ça va être dès l'année prochaine qu'on va pouvoir voir le Canadien en séries éliminatoires, mais je comprends les joueurs à la lumière de ce qu'ils ont, des progrès qu'ils ont fait cette année, du fait qu'ils se sont fait déclasser beaucoup moins souvent qu'ils l'avaient fait dans les 2 saisons précédentes, qu'ils ont été beaucoup plus hargneux dans les matchs constamment. Je les comprends de se dire, ben pourquoi pas nous l'année prochaine? Pourquoi on ne serait pas au moins dans la bataille? Ouais. Alors, Dans le mix. Cela étant dit, j'ai bien aimé... Kent Hughes a été très clair dans les besoins ou les priorités de cette équipe-là en disant on a besoin de rajouter du punch en attaque. On a besoin de rajouter de la robustesse, que ça veut dire que ce soit par l'acquisition de joueurs à l'extérieur ou dans l'encouragement des joueurs qu'on a déjà sous la main d'être plus difficiles à affronter. Puis également, on y a touché il y a quelques instants, l'amélioration des unités spéciales. Mais l'ajout de punch en attaque, la manière que je le vois, c'est que si jamais le Canadien est en mesure d'utiliser son capital de choix au repêchage et de jeunes défenseurs pour monnayer ça et puis aller chercher un attaquant top 6, bien, l'année prochaine, un attaquant top 6 de plus, le retour de Kirby Dach, ça peut soudainement changer, ça peut te donner un trio de plus que ce que tu as eu durant toute la saison cette année. Puis ça, c'est sans parler le choix de première ronde que le Canadien va avoir. Si jamais il y a un Caden Lindstrom, un Ivan Demidov ou un T.J. Ginla qui est disponible au rang où le Canadien va repêcher, puis ils vont chercher un joueur. Il va avoir un de ces trois-là. Oui, c'est sûr qu'ils vont avoir un de ces trois-là, mais c'est de savoir dire, à moins que le Canadien recule au tirage au sort, ce qui n'est pas exclu. C'est vrai. Puis T.J. Ginla, c'est pas toutes les équipes qui vont l'avoir classé très, très haut. Mais bon, je nomme ces 3 joueurs-là. Il y en a qui vont dire, peut-être Cole Eiserman, sait-on jamais. Mais mon point est que d'ici 2 ans, si le Canadien va chercher très haut au repêchage un attaquant de talent, virtuellement, c'est comme si dans 2 ans, tu rajoutes ce gars-là dans la formation, puis le Canadien a un autre trio. Ouais. Alors, puis à ce moment-là, ceux qu'on a vus qui ont agi comme 2e trio cette année, à la fin de la saison, donc Newhook, Gallagher, Armia, là, si c'est ton 3e trio, c'est déjà plus intéressant. Fait qu'en attaque, je trouve qu'il y a des signes qui sont intéressants. Puis quand on descend la liste individuellement des joueurs, je pense que c'est là où on voit le plus la progression de l'équipe. Collectivement, ça a tellement été peuplé de haut et de bas, au plan défensif surtout. Je trouve qu'il y a bien des soirs où on voyait que l'inexpérience du Canadien à la ligne bleue se faisait sentir, ça tournait vite autour d'eux. On a abondamment parlé du fait que le système hybride, mais qui est surtout homme à homme, était difficile à suivre certains soirs pour certains des jeunes défenseurs du Canadien, plus Mike Matheson, dont le jeu défensif n'était peut-être pas la qualité première. Mais donc, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à aller chercher de ce côté-là, mais je ne suis pas surpris que Jeff Gorton et Kent Hughes aient dressé, somme toute, un bilan positif de cette saison-là, parce que les signes de progression sont là, mais les attentes n'étaient tellement pas élevées qu'ils se sont pas placés en position où ils devaient faire acte de contrition pour dire désolé, on n'a pas fait les séries puis on pensait qu'on allait les faire. Juste comme ça, là, avez-vous des idées de monnayer pour aller chercher un attaquant top 6? Avez-vous... moi, il y a 2 noms qui me viennent spontanément en tête. Il y a beaucoup été question de Trevor Zegras. Je ne sais pas si le Canadien... Ouais. C'est un attaquant extrêmement habile. Au niveau vraiment des habiletés pures, là, ce qu'ils se disent en anglais des skills, Zegras est extraordinaire. Ouais. Son jeu d'ensemble a besoin d'être peaufiné énormément. Puis est-ce que le Canadien va vouloir investir
du temps pour pouvoir l'améliorer à ce niveau-là. Peut-être pas, mais il me semble être un candidat atteignable pour le Canadien. Puis il faut aussi regarder du côté des équipes qui ont des surplus d'attaquants puis qui ont beaucoup de contrats à donner. Puis je regarde du côté des Hurricanes de la Caroline, puis à mon sens, Martin Necas est un candidat intéressant. Intéressant. Parce que moi, j'ai pensé, il y a quelques semaines, là, quand j'étais au plus fort de ma déprime là, de cette saison qui n'en finissait pas, je me disais, ça va être un gros été. Hein? On va avoir un gros été parce que, pour toutes les raisons que vous venez d'énumérer, le Canadien a beaucoup de capital en termes de choix, beaucoup de capital en termes d'espoir. Puis là, je me suis mis à effeuiller, là, cap-friendly, au grand complet, du début à la fin. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'opportunités. Je n'ai pas vu tant de possibilités. Sur le marché des joueurs autonomes? Partout. Okay. Sur le marché des transactions potentielles, comme sur celui du marché des joueurs autonomes. Alors, je me suis calmé. T'sais. Mais, puis tu l'as dit, Martin, on s'attend à un gros été de la direction du Canadien. Puis dans le fond, moi, mes attentes seraient seulement que, contrairement à ce qu'on a vu souvent cette année, que la direction pose des gestes, peu importe leur intensité, qui donnent le signal que là, on n'est pas en train de ménager les actifs, on n'est pas en train de... Parce que moi, c'est mon plus grand reproche. Et là, tu posais la question dans tes notes, Martin, cette équipe-là parle de faire les séries, vraiment, t'sais. C'est pas tant de faire les séries ou de pas faire les séries, à mon sens. C'est de se comporter comme si c'est ça qu'on voulait faire. Et ça, j'espère voir ça de la direction, à commencer par la direction cet été. Ouais, moi, à mon sens, c'est qu'ils veuillent faire les séries éliminatoires, tant mieux. Je pense qu'ils ont raison d'avoir cette ambition-là. Mais il ne faut pas qu'ils prennent de raccourcis au nom de faire les séries l'année prochaine. Non, mais il y a des étapes à franchir. Tu veux construire quelque chose de solide puis de durable. Je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Puis c'est assez étrange parce qu'en apparence, tu pourrais croire qu'il y a une contradiction entre vouloir accélérer le processus de reconstruction. Accélérer, ça a été un verbe qui est souvent utilisé par messieurs Gorton et Hughes, par le truchement, entre autres, de transactions qu'ils peuvent faire. Donc, accélérer le développement, mais en même temps, ne pas brûler d'étapes. On ne veut pas non plus forcer ou amener prématurément les jeunes défenseurs dans la formation puis les mettre dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas prêts. Donc, mais il n'est pas question des mêmes joueurs parce que tu accélères en allant chercher des joueurs qui ont déjà fait leur preuve, mais tu ne veux pas sauter d'étapes avec des jeunes vers qui, éventuellement, tu vas tourner, mais qui sont peut-être pas prêts. T'sais, Hudson a fait des feux d'artifice à ses 2 premiers matchs. Est-ce qu'il va nécessairement avoir une place dans le top 6 la saison prochaine? C'est pas évident. Même chose pour Logan Mailloux, même chose pour David Reinbacher. Alors, ces joueurs-là, ils sont fondamentaux dans la relance du Canadien, mais tu peux pas non plus dire on va les jeter dans la gueule du loup. T'sais. On les donne. Pour rien. On les donne pour rien. Vous attendez... C'est juste que c'est un dilemme. On arrive à la croisée des chemins. Il y a des dilemmes compliqués. Là. Mike Matheson est important pour cette équipe-là. Il joue beaucoup de minutes. Il produit des points. Puis l'exemple, c'est Marc-Antoine qui a posé cette excellente question-là, d'ailleurs, durant la conférence de presse. Expliquez-nous... qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire on ne veut pas prendre de raccourcis, on ne veut pas nuire au projet d'avenir en faisant une transaction, mais en même temps, tu ne veux pas ralentir le processus non plus. Le fait que s'il y a des jeunes qui sont prêts à monter et que tu as des gars qui sont là, qui les empêchent de monter et de faire leurs 2 années de Ligue nationale avant d'être optimaux ou d'être vraiment capable de contribuer dans une équipe gagnante, tu as des grosses décisions à prendre, puis on est un petit peu là. Moi, j'ai très, très hâte... J'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce que là, il y a beaucoup de défenseurs. Si la situation restait comme elle est là, qui se présenteraient au prochain camp de la Ligue nationale, puis ils ont de la valeur entre les mains. Là. Mais est-ce qu'ils vont être audacieux? Est-ce que c'est... Puis c'est important de garder des vétérans pour encadrer les jeunes en même temps. Fait que, puis les équipes adverses qui seraient disposées
à donner un attaquant intéressant, un jeune attaquant intéressant, vont sans doute vouloir un jeune défenseur intéressant aussi. Tu ne veux pas nécessairement un gars de 30 ans qui reste 2 années de contrat, dont tu connais pas mal le profil, qui est pas... Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où va être le niveau d'audace. Je suis convaincu qu'il y a des défenseurs qui vont bouger. Puis je pense pas que c'est en faisant bouger Jordan Harris qu'on va faire changer on va faire bouger on va changer la trajectoire du Canadien. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir le niveau d'audace. Est-ce que ça va être est-ce qu'on va sacrifier un vétéran qui est utile, apprécié, qui est à son apogée? Est-ce qu'on va dire on va sacrifier un jeune défenseur prometteur, comme on l'avait fait avec Romanov quand on a fait la transaction pour aller chercher Dak? Alors, moi, je trouve que ça va être un été très, très intéressant. Non, mais j'ai envie d'ajouter faudrait, parce que Jordan Harris, c'est un très beau profil. C'est le genre de joueur qu'on se dit, bon, ben, il y a des belles qualités. Le Canadien pourrait s'en passer. Le Canadien en a fait une utilisation importante. Là. C'était chez les jeunes défenseurs celui à qui on confiait le plus souvent qu'autrement des missions corsées, puis il s'en tirait plutôt bien. Excluant Goulet. Oui, non, mais je compte... Goulet ne fait pas partie. Tu fais bien de quand même plus jeune. Il n'est pas jeune, Goulet. Il ne joue pas comme un jeune. Mais oui, excluant Goulet. Sauf que, comme tu dis, Martin, je pense pas que ça... Il y a probablement un paquet de DG de d'autres équipes qui seraient... qui voient de la valeur là, mais ça ne sera pas suffisant pour faire bouger le... Non. Si tu veux aller chercher gros, il faut que tu donnes gros. Là, alors c'est qui tu donnes? C'est maintenant le moment de jouer. C'est qui tu donnes? Non, mais je sais pas. Est-ce que ce serait quoi le degré de confort... ou qu'est-ce que changer Kaden Goulet, est-ce que ce serait grave? Oui, ce serait grave. Je pense pas que... Honnêtement, je pense pas que le Canadien... Le Canadien va essayer de s'améliorer, je crois, en essayant de ne pas toucher à sa réserve de 5 défenseurs. C'est parfait, ça. Pour moi, il y en a... parce que Goulet, Jacky, Reinbacker, Hudson et Mailloux, ces 5-là, je crois que c'est ceux-là ton avenir. T'sais. Est-ce qu'il y en a... Peut-être qu'ils vont être contraints d'en échanger un des 5, mais je pense qu'il va y avoir davantage... Tu sais, je les verrais plus échanger plus d'un choix de première ronde avant d'échanger un de ces 5-là. Ouais. Puis à ce moment-là, essayer de tourner autour plus de Struble, de Barron, de Harris, avoir des joueurs qui ne seront pas nécessairement des joueurs de premier plan, mais au moins des morceaux complémentaires. Parce que ce qui est problématique dans la relance du Canadien, c'est que là, je viens de nommer 5 défenseurs, il y en a 3 là-dedans qui n'ont pas encore joué vraiment dans la Ligue nationale, 1 ou 2 matchs. Et c'est long de développer des défenseurs. Alors là, si le temps que Reinbacker, Mailloux et Hudson arrivent à maturité, bien là, il risque d'avoir déjà un décalage avec le plafond ou les années de haut rendement de Suzuki, par exemple. T'sais? Alors, il faut essayer d'arrimer ça pour faire en sorte que tu ne peux pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite, mais il y a assurément un travail qui doit être fait pour aider ces jeunes joueurs-là à éclore d'une manière dans un horizon qui va faire en sorte qu'on va quand même pouvoir profiter des meilleures années de Suzuki, Caulfield, Newhook et Dak, parce que sinon il va y avoir un décalage entre les attaquants et les défenseurs, puis il faut que tu puisses trouver un point milieu. Puis ça va être un gros défi pour le Canadien. Enfin, gros été, mais tu sais, c'est ça. Si tu veux pas, si t'es pas prêt à donner beaucoup, il n'y aura pas de grand retour. Mais tu sais, tu parles de Mike Matheson. Moi, je trouvais qu'il y a quand même une excellente saison, surtout au plan offensif. Ouais. Il a rempli tous les mandats. La quantité de travail qu'il a abattu, c'est fascinant. Puis le Canadien n'est pas dans une position où il peut se permettre de rajeunir davantage sa ligne bleue. Ils ont déjà suffisamment de joueurs qui sont verts. Ils ont besoin de vétérans. Mm-hmm. Mais je me pose quand même la question à savoir, est-ce que, peut-être pas cet été, mais sinon l'été d'après, on considérait Matheson comme étant un joueur dont on pourrait se passer, quitte à aller chercher un vétéran autrement qui aurait un rôle plus secondaire. Ouais, un défenseur plus défensif. Ou exact, c'est ça. Puis qui pourrait aider aussi dans la transition, puis qui pourrait apporter de l'expérience, mais qui permettrait quand même aux Canadiens de garder son noyau de jeunes joueurs intact. J'ai pas d'informations à savoir si le Canadien va décider de prendre cette voie-là, parce que pour l'instant, Matheson est extrêmement utile aux Canadiens. Mais sauf que faut que tu décides à un moment de te compromettre. Puis quand on dit, c'est pour ça que cet été-là va être si intéressant,
Puis Hughes a rajouté, c'est notre été le plus important jusqu'à celui de l'été prochain, parce qu'ils le savent là, qu'à un moment donné, plus ça va avancer, plus chacune des décisions va avoir des ramifications puis une importance capitale pour la suite des choses. Alors, si tu décides de protéger tes 5 meilleurs jeunes défenseurs, à ce moment-là, je vois pas d'autres options que d'échanger Matheson, parce que sinon, c'est une poignée de change. Là, il y a les choix de première ronde. Oui. Puis ça, moi, on en parlait de toute façon. Hein? Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut... Qu'est-ce que ça vaut? Rien. C'est maintenant le moment de jouer. Regarde-les jouer, les choix de première. Ils vont quand même assez bien. Oui, OK, tu veux dire ceux qui sont là. Oui. Oui, je pensais que tu parlais de ceux qui n'ont pas pêché encore. Okay. Quand on les échangera, on remerciera choix de première ronde pour service rendu. OK, je termine là-dessus. On termine là-dessus le bilan, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Mais intuition, est-ce qu'il y aura de l'audace, à votre avis, cet été? Est-ce qu'on sera audacieux? Juste intuition. Moi, je pense que oui. Oui? Oui. Moi aussi. Ah ouais? Ces gars-là ont soif de gagner, puis ils ont un plan à long terme, ils sont pas pressés, mais en même temps, ils sont extrêmement compétitifs. Bon, OK, ça n'a pas tant paru, là. Mais c'est parce que tu peux pas te laisser guider par l'émotion, tu sais. Voilà. Faut que tu demeures pragmatique. C'est là où Jeff Gorton excelle. Bon, enfin, ouais. Martin, tu... Ouais. Je seconde. J'opine. Oui. Parfait. Après Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. C'est vrai, Marc-Antoine, t'étais pas là mardi. C'est un projet familial tellement hockey. Mais oui. C'est pas un de mes enfants. C'est pas un des enfants à Gas. C'est pas non plus de ta progéniture. C'est le petit Simon. Oh oui, petit. Je l'ai jamais rencontré, mais je le devine. 6 pieds 3. Ouais, c'est ça. Il est tout petit. Ouais. Il est tout petit. Merci, Simon. Un beau travail. Et ça va nous permettre de mettre la table à cette question du public, qui, elle, va nous permettre de mettre la table à notre prochain segment, parce qu'il y aura des séries. Il n'y en a pas à Montréal, mais il y aura des séries. Bon, j'ai croisé un collègue dont je tairais l'identité dans le corridor, alors qu'on venait d'enregistrer, puis il me dit c'est pas fini, ça, le hockey? Ben non! Les séries commencent en fin de semaine. On va faire un petit tour d'horizon, mais juste avant... Mais Robert Frozy, il suit juste... il suit juste les histoires de dopage. Il n'est pas au courant. J'ai fait exprès de ne pas faire l'accent pour pas qu'on le reconnaisse, mais avoir su, je me serais gâté. OK, on a demandé donc à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport... si vous pouviez prendre un seul joueur ou gardien actif dans votre équipe pour les séries, ce serait qui? Sur le book Facebook de son nom complet, Louis D. Crosby. Quel dommage pour lui, pas de série. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Lui, il était déjà en série. C'était déjà le joueur que tu voulais dans ces pré-séries là, qui servaient à qualifier ton équipe. Puis ces dernières semaines sont tout à fait éloquentes par rapport à ce que Louis dit. Si les Pingouins avaient participé aux séries éliminatoires, il aurait été sur le bulletin de vote de bien des gens pour le trophée Hart. Peut-être pas au premier rang, mais au 4e, 5e rang. Mais là... Ouais, là, c'est ça, ça va aller. Ça sera... On fait une parenthèse. N'ai-je pas lu qu'il a dit dans le bilan des Pingouins que le plan, c'était de s'asseoir avec Kyle Dubas pour négocier, parce qu'il lui reste une année... oui, une année de contrat. Donc, dès le 1er juillet, on peut renégocier une prolongation. Alors, il n'a pas été évasif sur cette question-là. Il a dit que le plan, c'était ça. Il a toujours dit qu'il voulait rester. Oui, je sais bien, mais il aurait pu dire on verra, ou je sais pas, peut-être. Oui. En tout cas. OK, toujours sur Facebook, il y a Marc Vasilevski et de loin. Ah, Marc, on est fait pour s'entendre. Toujours sur Facebook, Normand, Mark Stone. Est-il considéré actif ou série actif? C'est une bonne question. C'est intéressant. Toujours sur Facebook, Réal Giguère, McDavid. C'est sûr que McDavid, il est bon. Hein, le gars, il connaît ça. Oui, c'est bon. Le gars, c'est une fine analyse. Mais en série, Draisaitl a quelque chose. Il y a un petit... il y a ça. Il y a du chien, Draisaitl. Absolument. Puis McDavid, si bon soit-il, puis non, mais à vrai dire, c'est un phénomène, là, mais reste que on n'a pas... La preuve est toujours... est-ce qu'elle est dans le pudding ou elle n'est pas dans le pudding? Elle est dans le pudding, la preuve. Okay. On va sur Twitter maintenant. Jack dit Nathan McKinnon. Ben oui.
C'est ça. On se pose comme moins la question. Tu te trompes jamais avec McKinnon. Voilà. Qui a battu le record de franchise pour le plus grand nombre de points. Je disais à Martin avant que tu arrives, que je regarde rarement le championnat des. Tu sais, le classement des stats. Puis quand 140 points, bon sang! Ben oui. C'est beaucoup. Comme disait Mousse Dupont. C'est des points. That's it? Ben là. Quoi? Ben là, si tu cites Mousse Dupont, dis-le. Ouais, Ben, en temps. En temps. Juste en temps, c'est correct. Voilà. Parce qu'on est scruté, hein? On peut pas dire tout ce qu'on veut. Non, semble-t-il qu'il y a Semble-t-il, des non. oreilles. Il y a, ouais. non, On pensait, nous autres, que... il y a un département de la censure qui nous écoute. Coupe Stanley 2024. Choc des Titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. Ben oui, il y aura les séries commencent en fin de semaine. Tant mieux. Voilà. Merci d'avoir été là. Et on se reparle en septembre. Non, on va se faire un petit tour d'horizon. Là. Je veux pas... Ben, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Là. Hein? C'est un balado très démocratique. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller de prédictions précises. Mais on va passer vite, parce qu'il y en a beaucoup. On va passer un petit mot sur chacun. Puis commençons, soyons local. On va commencer par l'Est. Est-ce qu'on commence de façon générale, juste pour dire qui on voit comme peut-être Faisons les 3 ça. ou 4 équipes les plus susceptibles? Martin, j'aime ça. Vas-y. Alors, qui tu vois... Un peu. Écoute ça, le génie. Qui tu vois, Martin, comme étant les 3-4 équipes susceptibles? Là? Mais là, t'as pas fini ta phrase, fait que je t'ai interrompu. Non, mais je trouve ces séries-là intéressantes parce que on a vu au cours des années passées où il y avait des affrontements, des fois, dès le premier tour, qui étaient dignes d'une finale de la Coupe Stanley. Là. Ouais. Et on voit peut-être un peu moins ça cette année. Je me suis amusé hier. J'ai passé toute la journée à faire ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée. Je suis passé à travers les 10 dernières équipes qui ont remporté la Coupe Stanley pour voir c'est quoi leur trait dominant, qu'est-ce qu'ils avaient bien fait, dans quelle catégorie statistique ils étaient dominants et tout ça. Et bon, je trouve que ça va être très difficile d'ignorer les Hurricanes de Caroline comme gagnant la Coupe Stanley. C'est une équipe qui a mystifié ses adversaires cette année avec ça, la qualité de son échec avant. J'ai parlé des entraîneurs au cours des dernières semaines qui me disaient, moi, je vais repasser les séries à regarder les Hurricanes, l'échec avant des Hurricanes, comment ils vont se comporter. Puis quand je disais que j'ai fait de l'ingénierie inversée, là, par exemple, dans les 10 dernières années, 7 des 10 équipes qui ont gagné la Coupe Stanley étaient dans le top 10 de la Ligue nationale défensivement. 7 des 10 équipes qui ont gagné la Coupe Stanley avaient disputé plus que 4 tours éliminatoires dans les 2 saisons précédentes. Et 7 des 10 équipes étaient dans les plus performantes dans les buts accordés à 5 contre 5, etc. Et les Hurricanes sont dans toutes les catégories dominantes. Ils sont tous là et ils sont très, très bien placés par rapport aux autres équipes aussi qui figurent dans ces catégories-là. Fait que je pense que ça va être une année intéressante. Puis il va y avoir un cataclysme à un moment donné, parce que c'est probablement, je vois les Panthers. Les Panthers ont eu un long parcours. Ils se sont bien comportés. Ils jouent bien défensivement. Bobrovski, je pense que ça a été un petit peu moins bien. Il y a eu un moins bon segment en fin de calendrier, mais quand même, les Panthers sont là et je pense qu'ils vont franchir le premier tour avec le Lightning. Fait qu'on on va avoir un deuxième tour intéressant. Puis dans l'Ouest, que c'est impossible d'ignorer les Oilers. Je ne ferai pas le tour de toutes les équipes, mais les Oilers ont une attaque dévastatrice qui est un facteur un petit peu moins important en série qu'avoir une défensive extrêmement imperméable, mais ils ont réussi à corriger ça dans leur jeu. Et ils ont de l'expérience des séries éliminatoires aussi. C'est un groupe qui arrive, je pense, à son apogée. Fait que ça va être... ça va être particulièrement intéressant, mais je vois ces équipes-là
faire un long bout en série. C'est parti des... On les prend une par une, D'accord. Marc-Antoine? OK. Ben oui. On va commencer. Tiens, on va commencer avec Caroline Islanders, puisque c'était ton point de départ, Martin. Bon, moi, je suis comme Paul le Poulpe. Hein? J'ai l'intelligence d'une pieuvre. Donc, c'est drôle que tu aies commencé avec eux parce que moi, je continue, peu importe, même si dans les dernières années... T'aimes les négliger, toi. Ben, il y a non seulement ça, puis là, il y a le caractère. Évidemment, c'est ça. C'est vraiment pas la tête, là, c'est le reste du corps qui parle. Le cœur. Le cœur, pas tant plus. Évidemment, Patrick Roy et tout ça, je trouve que c'est romantique. Mais je continue de m'accrocher à l'adage qui dit « Montrez-moi un bon gardien, je vous montrerai une équipe gagnante », même si par le passé, ça se vérifie de moins en moins, d'où ma ligne d'ouverture tout à l'heure. Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'achète tous les arguments que tu viens d'énumérer. Puis en plus, les Hurricanes, c'est une équipe que moi aussi, là, je trouve qu'il est bien construite et tout. Mais non, je souhaite une élimination en première ronde. Des Hurricanes? Ouais. OK. Ben écoute, c'est sûr que en principe, ils ont le meilleur duo de gardiens avec Sorokin et Varlamov. Sorokin n'a pas eu une saison toujours rassurante, mais il y a plusieurs gardiens de premier plan cette année dans la Ligue nationale qui ont connu leur part de difficulté à un moment ou un autre. Shesterkin, Ottinger, et puis Sorokin également. Patrick Roy s'est tourné vers Semyon Varlamov assez souvent dans le dernier mois et demi. Mais les Hurricanes de la Caroline, c'est tellement une bonne équipe défensive et les Islanders n'ont pas une force de frappe extraordinaire, à mon sens. Pour les Hurricanes, être capable de mater cette attaque-là et de marquer suffisamment de buts parce qu'ils ont une force de frappe, eux, de leur côté, comparativement à l'année dernière. Ils vont avoir Andrei Svechnikov dans la formation, alors qu'il était blessé l'année dernière quand ils se sont rendus dans le carré d'as. Ils ont ajouté Jake Gensel. Fait que, tu sais, je trouve que ton argument par rapport au gardien de but, ça tient tout à fait. Mais il y a quand même... J'ai rien d'autre. Il y a quand même 19 autres joueurs dans la formation. Là. Et là-dessus, je donne un net avantage à la Caroline. Oui. Alors, quand il est question, Martin disait il y avait des séries autrefois de première ronde qui donnaient l'impression de finale de la Coupe Stanley. C'est certainement pas le cas dans cette série-là. Ouais. Mais Dallas, Vegas, par exemple, c'est peut-être le seul contre-exemple. Enfin, mais on va y arriver. Mm-hmm. Toronto, tu disais en parlant des Oilers, Martin, Toronto, les Oilers ont la force de frappe et fait peur et ils ont suffisamment resserré en défensive. Edmonton a resserré. Oui, tu disais ça d'Edmonton. Alors, je pose la question pour Toronto parce que c'est ça l'inquiétude. Ouais, ben, écoute, moi, c'est drôle parce qu'on discutait de ça, Gascon et moi, je pense, il y a 1 mois et demi sur la passerelle de presse, puis je lui disais que j'étais prêt à parier sans hésiter que les Maple Leafs allaient battre les Bruins s'ils affrontaient les Bruins en série, puis il était étonné de ça. Puis on en a reparlé, je pense, il y a 2 jours, puis il disait je pense aussi la force. Je pense pas que les Maple Leafs sont assez étanches défensivement, sont assez bons collectivement en défense pour aller jusqu'au bout, mais je pense que leur force de frappe est tellement offensive et tellement supérieure à celle des Bruins que les Bruins, même s'ils sont bons durant toute la saison défensivement, même s'ils ont une bonne brigade défensive, ils sont stables devant le filet, je pense pas qu'ils sont assez forts pour résister à ça. Je pense que les Maple Leafs vont passer. Oui, bien évidemment, les Maple Leafs, on a parlé souvent de leur difficulté à passer la première ronde. Ils ont réussi l'année dernière, mais donc là, le fardeau de la preuve et un peu plus dans le camp des Bruins, parce qu'après la saison historique qu'ils ont connue l'année dernière, le fait de s'être incliné en première ronde, c'était une claque au visage. Alors eux, je pense qu'ils vont vouloir revenir extrêmement motivés de cette élimination hâtive-là l'année dernière, et puis de pouvoir tenir tête aux Maple Leafs. Ça risque quand même d'être une série où il va se marquer passablement de buts. J'ai hâte de voir Jim Montgomery vers quel gardien il va se tourner, si ce sera Swayman ou bien Ullmark. Mais quand tu as 2 gardiens de ce gabarit-là, pas de ce gabarit-là, mais de ce niveau-là, ben, tu peux te permettre d'avoir la mèche courte et de rapidement changer ton fusil d'épaule puis te tourner vers l'autre. Les Maple Leafs n'ont pas ce luxe-là. Puis leurs ajouts en défense, je trouve que leur brigade défensive, ils ont ajouté plusieurs défenseurs, mais pas nécessairement un défenseur qui pourrait vraiment améliorer leur top 4 en défense. Ouais. Ils vont devoir gagner par l'attaque. Cela étant dit, Austin Matthews vient de connaître une saison sensationnelle. Alors,
il y a tout lieu de croire qu'il pourrait continuer sur la même lancée une fois rendu en série. Vous êtes audacieux parce que dans l'affrontement entre la défense et l'attaque, vous préconisez l'attaque. Une petite parenthèse, puis je lisais ça, je pense, je me rappelle pas où, mais est-ce qu'on pourrait... On n'a jamais vraiment assisté à une série où est-ce qu'il y avait une alternance de gardiens de but, ou est-ce que, enfin, le système était... Ben, vous me corrigerez là, si je me trompe, mais pensez-vous qu'avec Swayman puis Ullmark, on pourrait assister à ça? Tu sais, que c'est pas tant... Bon, j'allais dire, c'est pas tant les performances qui dictent l'utilisation du gardien, mais en même temps, c'est toujours les performances qui dictent l'utilisation du gardien. Écoute, j'ai pas d'exemple spontanément qui me viennent en tête, mais je suis certain qu'il y a eu des séries où on a alterné de gardien. Oui, mais parce que ça allait mal. Mais tu sais, même dans le printemps à Lac, le nombre de fois où Carey Price a joué, où il a remplacé Alak, parce qu'on oublie que Alak était extraordinaire, il gardait les buts sur la tête, mais les soirs où ça marchait pas, ça marchait vraiment pas. Alors, il a été remplacé par Carey Price quand même à quelques reprises. Mais non, mais il y a aussi, il me semble y avoir des exemples plus récents que ça. Moi, j'ai des vieux exemples en tête. Tu sais, Jean Perron qui alternait Brian Hayward avec Patrick Roy en séries éliminatoires, et ça faisait même pas de débat. Là. C'était comme, OK, c'est Hayward ce soir. Mais habituellement, les entraîneurs ont tendance à y aller avec un cheval, à miser sur un cheval. Ouais. Non, mais c'est comme intéressant à surveiller en termes de tendance sur l'utilisation des gardiens de but en général. OK. Bon, tiens, la Floride, ça, c'est assez intriguant. Ça, bon, évidemment, ça pourrait pas être une finale de la Coupe Stanley, mais ça, moi, je trouve que c'est un duel embêtant. Martin? Moi, je le trouve pas embêtant parce que le Lightning a été, même si c'est une équipe extrêmement performante en attaque, défensivement, c'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés cette saison, qui a accordé beaucoup de chances de marquer, beaucoup de buts. Écoute, j'ai pas les statistiques devant moi, mais je pense qu'ils sont terminés derrière le Canadien. Est-ce que ça se pour peut, les buts pour? Les buts contre? En buts accordés. Ah, ouais. Et ils ont marqué des buts à l'appel, mais en séries éliminatoires, c'est beau d'avoir un avantage numérique absolument terrifiant, mais il y a moins de pénalités qui sont décernées. Puis tu joues toujours contre la même équipe s'ajuste, puis à un moment donné, ton avantage numérique devient un petit peu moins efficace aussi. Puis les Panthers de la Floride jouent bien défensivement. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sur la pente douce, le Lightning. Puis Sergachev ne sera pas là au premier tour. Ils espèrent peut-être le voir au deuxième, ce que je trouve absolument phénoménal après avoir subi une fracture du péroné, du tibia, là, d'être capable de revenir aussi vite que ça. Alors, je pense que ça va être dur pour Tampa de passer à travers cette série-là. Le Lightning va être à la croisée des chemins si jamais ils se font éliminer au premier tour parce que il n'y a rien qui laisse croire, à part le retour de Sergachev l'année prochaine, que cette équipe-là va avoir plus d'atouts et va pouvoir se donner un nouvel élan pour se renouveler. Alors, ils arrivent rapidement dans une position qu'on colle aux Penguins de Pittsburgh depuis quelques années. Alors, il va falloir... Ils ont besoin de... Ils sont plus jeunes. Ils sont plus jeunes. Mais leur noyau arrive à la trentaine, par exemple. Stamkos est en dernière année de contrat aussi. C'est plus un poulet du printemps non plus. Mais quand tu regardes les Panthers de la Floride, c'est une équipe qui s'est tellement transformée sous les ordres de Paul Maurice, qui est devenu un exemple de jeu défensif. C'est l'équipe de la Ligue nationale qui a accordé le moins de buts à 5 contre 5. Leur force de frappe sur leurs deux premiers trios est impressionnante. Leurs unités spéciales roulent à fond. Tu as mentionné le nom de Bobrovsky. Il s'est fait... il a eu l'occasion de prendre plus de repos cette année. L'adjoint Anthony Stolarz a connu une excellente saison. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de papier sablé puis qui a un style de séries éliminatoires également. Puis leur profondeur en défense aussi est intéressante. Il y a un défenseur dont on ne parle jamais qui s'appelle Gustav Forsling qui s'est imposé comme l'un des bons défenseurs de la Ligue. Assurément un rouage important, un top 4 en défense là-bas. Fait que tu regardes avec Ekblad, Montour, Ekman Larsson, il y a Forsling qui s'ajoute à ça. Je trouve qu'ils sont très, très bien construits. Beaucoup de profondeur. Puis je pense que c'est là aussi. On dit souvent qu'en série, c'est les troisièmes trios qui font la différence parce que les deux premiers finissent par s'égaler. Mais la profondeur... Et même le quatrième, des fois. Oui, mais la profondeur des Panthers
dépasse largement celle du Lightning. Et ce que tu viens de dire là, ça a longtemps été brillamment illustré par le Lightning. Oui, par le passé. effectivement. Bon point. Puis juste revenir sur la statistique que j'avançais tantôt. Pour le nombre de buts total, le Lightning, 22e en défense cette saison dans la Ligue nationale, le Canadien 27e, mais à 5 contre 5, le Lightning a accordé 24 buts de plus que le Canadien. C'est quand même... Ce que tu dis, c'est qu'à Montréal, on n'est pas loin. C'est ça que tu dis. comment ils disaient ça dans Dumb and Dumber? So you say there's a chance. Une chance sur un million. So there's a chance. OK, on termine l'Est avec l'affrontement. Jusqu'à maintenant, vous êtes au diapason. J'ai comme l'impression que ça va rester comme ça. Rangers contre les Capitals. Même moi, là, j'aime ça faire mon original. C'est la série la plus à sens unique que je peux voir. C'est ça. Tu as deux équipes dans l'Est, les Islanders et les Capitals, qui n'ont pas remporté la moitié de leur match cette année, qui affrontent des équipes qui ont été absolument dominantes. C'est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire des Rangers. Oui. Voilà, il n'y a pas tant à dire. Moi, je suis d'accord avec vous pour celle-là, mais je dis le contraire pour les trois autres. C'est bon, ça. Comme ça, on est sûr d'avoir raison. À la gang, on va l'avoir. On est parfait. Dans l'Ouest, maintenant, commençons avec les équipes canadiennes. Tiens, commençons avec Edmonton. Tu l'as évoqué. Là aussi, il y a un semblant de... Est-ce qu'il coche... Moi, j'ai beaucoup aimé ta stat sur les 4 rondes, au moins 4 rondes disputées lors des 2 dernières années. Oui. C'est le cas des Oilers. Oui. Ben oui, absolument. C'est le cas des Oilers. Puis bon, les Kings ont été très bons défensivement cette année. C'était une bonne équipe défensive dans la Ligue. En attaque, c'est une équipe moins dominante, mais les Oilers, je trouve, c'est le prototype parfait de l'équipe qui avait énormément de potentiel, qui a fait ses apprentissages, qui a fait ses correctifs. Qui a souffert. Dont les meilleurs joueurs arrivent à leur apogée. Ouais. La fenêtre n'est pas entrouverte, elle est grande ouverte. Et ils se sont affrontés la saison dernière. C'est une série qui est... Par combien de matchs ça s'était terminé, Marc-Antoine? Est-ce que tu te souviens entre les deux? Quoi donc? Edmonton, Los Angeles. Oui, Edmonton, Los Angeles. L'année dernière, ça s'est terminé en 6 matchs. En faveur évidemment des Oilers. Et l'année précédente, ils s'étaient affrontés également. Ça s'était terminé en 7 matchs. Donc, c'est ça. C'est un autre rendez-vous. Ouais. Ça va aller. Jamais 203. Mais tu sais, je vois mal les Oilers se faire sortir au premier tour par les Kings. Honnêtement, là, ce serait un échec épouvantable pour cette organisation-là. Encore une fois, je suis d'accord avec M. Leclerc. Et, moi aussi, je me rallie au groupe. OK. Winnipeg, Colorado. Ça c'est intéressant. Quand tu parlais de gardien de but, je pense que là, ça joue. Là, c'est le facteur le plus décisif parce que Connor Hellebuyck va être un finaliste au Trophée Vizina. C'est une pierre angulaire de cette équipe-là. Puis du côté de l'Avalanche, on n'est pas allé chercher de soutien à Alexander Georgiev à la date limite des transactions. Et puis, il termine vraiment là, c'est difficile comme fin de saison régulière. S'il est à bout de souffle et qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir, les Jets vont gagner cette série-là. Je pense que collectivement, l'Avalanche est une meilleure équipe. Mais la disparité, la différence dans le filet peut faire en sorte que ça tourne à l'avantage des Jets qui ont quand même, avec une brillante fin de saison, ont remporté l'avantage de la patinoire. Ouais. Je pense qu'ils ont fini avec 8 victoires de suite. Alors, tu sais, ils ont le vent dans les voiles, ils ont une belle profondeur, mais je trouve que quand on parlait de profondeur justement en séries éliminatoires, c'est 2 équipes qui se confrontent assez bien les unes aux autres. Je préfère la défense du Colorado, mais le facteur X, c'est qu'est-ce qui reste à Georgiev et à quel point il va être capable de résister aux assauts des Jets. Oui. Quand l'Avalanche a remporté la Coupe Stanley, ils avaient réussi à surmonter le fait qu'ils avaient un gardien qui ne marchait pas sur les eaux. Qui marchait pas sur les eaux en série. Mais il y a des limites. Il y a des limites à ça. Tu peux pas on va le voir. Là. Non, c'est ça. Et Georgiev, particulièrement, personnellement,
j'ai pas un niveau de confiance très, très élevé. C'est ça. Je suis pas en désaccord. J'ai placé Winnipeg comme gagnant à cette série-là. Même si l'Avalanche a l'expérience, a déjà remporté la Coupe, a plus de talent offensif, nettement plus de talent offensif. L'adage du bon gardien va s'appliquer, je pense. Est-ce que Vancouver, on est tous les trois d'accord là, jusqu'à maintenant, on ne gagnera pas l'Ouest là, parce qu'on n'a pas, on couvre pas toute la surface. Est-ce que Vancouver, parce que Vancouver n'a pas ça, 4 rondes de série dans le corps lors des 2 dernières années. Ni Nashville, t'as raison, c'est vrai. C'est ma nouvelle. C'est pas 2 équipes qui ont énormément de vécu en série. Nashville, bien terminé la saison. Ça aussi, c'est un facteur de voir, c'est ça, la trajectoire de l'équipe au moment d'entrer en séries éliminatoires. Et Vancouver, devant le filet... Demko, Demko, en fait, il est revenu, il a été absent. Je pense qu'il a pris tout le temps nécessaire pour se remettre de sa blessure de manière à être en forme pour les séries éliminatoires. Il a joué 2 matchs depuis son retour, donc je pense que ce sera jugé suffisant pour pouvoir entamer cette première ronde-là. Ça a été une belle confrontation devant le filet parce que Jussi Saros a fini la saison en force. Mais tu sais, les Prédateurs, à partir du moment où la direction leur a ôté leur nanane en leur disant vous aviez organisé une sortie à Vegas pour aller voir un show de U2 à la Sphère. Non, vous n'irez pas. C'est vrai. Il y aurait pu y avoir énormément de frustration au sein du groupe, etc., mais parce que c'était censé être une activité pour rallier les troupes. Et finalement, ça les a fouettés de la bonne manière. Et puis, tu peux vraiment scinder leur saison en 2 puis déterminer que le point de scission, c'est cette décision-là d'aller annuler le fait d'assister au concert de U2. Vancouver, par exemple, même s'ils ont eu un petit réajustement là, aux 2 tiers de la saison, ont été dominants durant la majorité de la saison. À une certaine époque, surtout en première moitié de calendrier, on pensait que leur performance était gonflée aux stéroïdes par un taux de conversion des lancers qui était excessivement élevé, un taux d'efficacité de Demko et puis de son adjoint de Smith qui était exagéré. Mais finalement, tous les morceaux se mettent en place, puis tu réalises que tu es quand même devant une équipe qui est bien équilibrée, qui n'a pas une défensive qui est particulièrement impressionnante. Moi, j'entretiens quand même des doutes là, quand je vois Tyler Myers, Carson Soucy et tout ça. Mais ils ont réussi à défendre à 5. Ouais. C'est pas seulement de s'en remettre à leurs défenseurs comme tel. Puis, ce qui ressort beaucoup de cette confrontation-là, c'est que les 2 meilleurs défenseurs cette saison vont s'affronter en première ronde, Quinn Hughes et Roman Josi. Et depuis la date limite des transactions, Nashville, 5e dans la Ligue nationale. Et Vancouver, 13e. Quand même. Mais vous pensez, j'ai compris Vancouver, les 2. J'ai compris Vancouver? Moi, je pense que Vancouver... Oui. Est-ce que je comprends bien? Parce que la game me parle, mais des fois, elle ne parle pas assez fort. J'entends pas. Elle ne parle pas clairement. Elle ne parle pas français. Mais ou une langue que je maîtrise. Vancouver, mais ça va être une série intéressante. C'est ça. C'est une compliquée, celle-là. Tout comme la dernière qui reste... C'est pas... c'est le carré d'as dans l'Ouest l'an passé, ça? Dallas-Vegas? Moi qui n'ai aucune mémoire, là, je dis ça, là, mais c'est des équipes de carré d'as les dernières années. Et là, elles vont s'affronter au premier tour. Les Golden Knights contre les Stars. Oui, puis moi, j'aime bien les chances des Stars de se rendre jusqu'au bout puis de remporter la Coupe Stanley. C'est sûr que s'ils battent Vegas en première ronde, ça va donner un élan. L'année dernière, c'est ça. L'année dernière, ils s'étaient rencontrés puis Vegas avait remporté en 6 matchs. Donc ça avait été, si je ne m'abuse, ça a été... Ouais, c'est le carré d'as. C'était au 3e tour. Là, ils se rencontrent en première ronde. Mark Stone, le choix, la question du public, et Mark Stone qui va faire un retour au jeu qui est controversé un peu. Son calendrier a sonné. Faut que je retourne au bureau. Je suis prêt. Ouais. Mais j'aime beaucoup les chances des Stars de se rendre jusqu'au bout cette année. Puis ça va être un bon test. Quand on parlait là, de séries qui peuvent représenter une finale, quoi que ce soit, c'est du hockey de très, très haut niveau auquel on va assister là.
Alors, mais moi, je Ça penche. mets Dallas À en Dallas. 6. 2 équipes matures. Les Golden Knights se sont mérité une place en méritant une carte sauvage. Mais ils ont quand même ils sont top 6 dans la Ligue nationale dans le dernier quart du calendrier. Là. Fait ils ont fini en force. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui a beaucoup de vétérans, qui a été très active à la date limite des transactions pour ajouter. Mais Dallas a fait ses apprentissages aussi, j'ai l'impression, au cours des dernières années. C'est une équipe qui est prête à ouvrir la fenêtre. J'ai hâte de voir. Ça aussi, c'est très difficile à prédire. J'y étais avec Dallas aussi dans mes choix, mais je trouve que c'est peut-être la série la plus difficile à prédire. Puis tu sais, tu parlais de Brian Hayward puis Patrick Roy. À l'époque, la Coupe Stanley de 86 du Canadien, il y avait des vétérans au sein de cette équipe-là, mais il y a aussi des jeunes qui s'étaient illustrés, Claude Lemieux, etc. Puis je pense que du côté de Dallas, des jeunes comme Wyatt Johnston et puis Logan Stankoven, à mon avis, pourraient très bien en profiter pour pouvoir pour jouer les héros. Se mettre au monde. Même si Marchessault est un gars qui est toujours un player en séries éliminatoires, puis ils ont des joueurs qui se distinguent puis qui ont fait leur preuve en série. Du côté de Vegas, moi, je regarde du côté de Dallas, puis je me dis, OK, en plus de leur force de frappe chez les vétérans, ils ont des jeunes ces loups. jeunes loups-là, ils sont pas livrés à eux-mêmes. C'est pas une jeune équipe, mais il y a tellement un bel équilibre entre les vétérans et les jeunes que les jeunes vont être suffisamment à l'aise pour prendre la situation d'assaut. Alors, Johnston et puis Stankoven, moi, je vais les suivre de près. Et tu disais tout à l'heure, c'est souvent le 3e ou le 4e trio qui peut faire la différence, mais le concept derrière ça, c'est souvent comme ceux qui sont en soutien, ces jeunes-là représentent un peu ça. Et d'ailleurs, il faudra faire un jour un segment sur les Stars qui réussissent, eux, à dénicher des vedettes ou des super vedettes en devenir sans repêcher dans le top 5. Là. C'est quand même remarquable. Le Johnson, c'est pas un choix de deuxième ronde. C'est un choix de fin de première. Stankoven, c'est un choix de deuxième à cause de sa petite taille. Mais effectivement, Robertson, c'est un choix deuxième loin. ronde. Oui, alors, tu sais, c'est une équipe qui se renouvelle ou enfin qui est capable de se renouveler pour l'instant sans... Oui, absolument. Puis Jake Ottinger, c'est la même chose aussi. C'est un choix de quand même assez tard en première ronde. Les repêchages de 2017 et 2021 auront été extrêmement payants pour les Stars. Puis, juste pour finir, Vegas, c'est l'équipe que tout le monde haït. Est-ce que c'est le feeling que vous avez? Non. Moi, dans les lectures que je fais, les Vegas, à cause de Mark Stone, à cause de, la lune de miel est terminée, là, puis ça reste une équipe qui vient d'arriver puis qui Moi, je la sens, contrairement à toi, Martin, la haine envers les Golden Knights, je la sens tout à fait. Je trouve qu'il y a beaucoup... Moi, je les haïs depuis le début, donc... c'est ça. C'est parce qu'ils ont un côté nouveau riche, côté parvenu... bling. Ouais. Avec leur stupide spectacle d'avant-match en carton. Medieval Times. Pour ceux qui sont déjà allés manger du poulet sec en regardant des chorégraphies, là, écoute, c'est épique. Ils ont réinventé le divertissement. Le chevalier en plastique, campé par un acteur de série C, D. On a hâte quand même, je sais pas. Ils vont peut-être avoir amélioré le produit cette année. Oui, mais honnêtement, la première ronde des séries éliminatoires, c'est le meilleur show de hockey qu'on peut... oui. Parce que... le meilleur show, point. Parce que ils se donnent tellement, les joueurs, après ça devient une guerre d'attrition. Puis... qui est encore debout, puis à qui les bras ne sont pas tombés en finale, c'est eux qui vont gagner. Mais la première, il y a tellement d'énergie qui est gaspillée dans ce premier tour de série-là, puis tu as tellement... Martin, tu es revenu souvent cette saison sur le fait qu'il y avait une scission entre les bonnes équipes et les moins bonnes, parce que dans le fond, celle qui était en fond de peloton s'arrangeait, il était en reconstruction, puis il y avait un décalage. Mais là, c'est fini. À part peut-être les Capitals qui, à mon sens, ont une coche de moins que les autres, là, ce sont toutes de bonnes équipes. Puis peut-être les Islanders, dans une certaine mesure, on peut en débattre. Mais sinon, ce sont de très, très bonnes équipes qui s'affrontent. Alors, c'est un pur délice, la première ronde des séries.
Le niveau de férocité est incroyable. C'est probablement le meilleur premier tour éliminatoire de toutes les ligues de sport majeurs nord-américaines. Non, puis cette affiche de cette année est très prometteuse. Alors non, le hockey n'est pas fini. Ça commence, ça commence pour vrai. En fait, c'est ça, ça commence en fin de semaine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Et j'en suis honoré. Oui, ça rejaillit sur nous tous et sur nous toutes. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Officiellement, là. C'est fini, là. Quoique... Non, mais il ne peut pas rien se passer. Le Canadien n'a pas le droit de rien faire là, pour voler la vedette aux séries. Et il va y avoir quoi? La loterie? Oui. Ça, c'est pendant les séries. Oui, absolument. Début du mois de mai. Évidemment, oui. Cette semaine-là, tu vas être affecté aux affaires du Canadien. Oui. Mais d'ici là... Puis il va y avoir des négociations de contrat. Non, c'est... Honnêtement, quand vient le temps de parler de Canadiens, il y a toujours quelque chose à dire sur Canadiens. C'était juste à écouter les lignes ouvertes au mois de juillet, au mois d'août. Ouais. Au début septembre, il y a toujours quelque chose. Alors, merci infiniment pour cette contribution, puis bonne chance dans tes projets futurs. Merci. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. J'espère, Jacques-Alexis, qu'on a mis un peu de baume sur tes plaies. Il dit non. Désolé, mais merci quand même. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne fin de semaine, puis bon début de série. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.